Nomination de l'informateur par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, arrestation de Roger Lumbala en France, libération d'Edi Capinde, 12 millions de dollars américains pour l'organisation de la session extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ce sont ces sujets qui intéressent aujourd'hui votre magazine Que dit la loi. Je vous dis merci de votre sympathique attention et bienvenue. Alors, justement, dans ce cadre, nous recevons le bâtonnier Maurice Kanyama. C'est un habitué de Que dit la loi. Bienvenue. Je vous remercie. Bonne année 2021. Réciproquement, je vous en souhaite. Voilà. Alors, on parle justement de cette mission qui a été confiée à Modeste Bahati Lukwebo, président du parti AFDC. Alors, d'aucuns estiment que cette nomination est anticonstitutionnelle. Est-ce votre avis? Non, ce n'est pas mon avis dans la mesure où ce qui est anticonstitutionnel, ce qui n'est pas prévu dans la Constitution ou ce qui va à l'encontre de la Constitution. Ici, l'article 78 prévoit le mécanisme de la nomination d'un informateur et dans le cas d'espèce, il y a eu une crise assez aiguë entre le gouvernement, le Parlement et finalement l'institution président de la République. Et que le Premier ministre était devenu ce genre de personne, j'y suis et je reste. Et donc, il voulait créer avec lui une sorte de parlement parallèle ou une sorte de présidence parallèle. Nous l'avons vu en France avec Chirac, nous l'avons vu en France avec Mitterrand, lorsque le chef de l'État sent qu'il n'a plus la majorité qui peut lui permettre de bien accomplir le programme qu'il avait présenté au peuple sur base duquel il avait été élu, il peut bel et bien dissoudre le Parlement. Dans ce cas, le mécanisme est prévu, il y aura un informateur lors de la dissolution du Parlement, ou alors le président de la République peut désigner un informateur qui va déceler la nouvelle majorité. Et c'est avec celle-là, c'est de celle-là que sortira le Premier ministre et avec qui il va composer et enfin faire appliquer son programme. Et dans l'espèce, la nomination du sénateur Bahati Lukwebo rentre bien dans le cadre de l'article 78 de la Constitution. Mais on a vu dans les médias, à propos justement de cette inconstitutionnalité, la désignation de Bahati Lukwebo comme informateur, on dit que c'est désormais l'école des plusieurs juristes qui sont divisés sur des questions. Je vais lire la première. Elle porte sur l'acte avec lequel l'informateur a été désigné. On est parti d'un communiqué qui a été signé par le directeur du cabinet du chef de l'État. Un péché selon certains juristes. Il s'agit de questions de jurisprudence, des questions qui se sont déjà posées et qui ont trouvé la réponse. Jadis, Mwando Simba et autres avaient été désignés par le même mécanisme. La Constitution ne parle pas de la nomination, la Constitution ne parle pas de l'approche, la Constitution parle de la désignation. Alors on ne peut pas être désigné par ordonnance au niveau du chef de l'État, et c'est par un acte administratif que ce que nous avons appelé le communiqué de l'administration de la présidence, qui pouvait être aussi par une lettre, n'est-ce pas, adressée à l'intéressé. Et donc le mécanisme constitutionnel n'a pas été violé, surtout qu'il s'agissait d'un cas de nécessité. Et dans le cas de nécessité, vous savez, le chef de l'État peut prendre des mesures exorbitantes, et ça c'était pour faire fonctionner le pays face à un gouvernement qui s'est senti, comme l'avait dit Jean de Dieu Ngunza Kalibonde, je suis et j'y reste, alors que c'était la fin de sa mission. Et donc le Premier ministre n'a pas été souple. Lorsque vous voyez qu'il y a une crise persistante, la souplesse aurait été comme professeur d'université en matière économique justement, de dire non, cette crise ne permet plus à ce que je puisse continuer, je rends le tablier, je rentre au sein de mon parti qui était de ma plateforme qui était le FCC, pour que celui-ci envoie un autre candidat. Il ne l'a pas fait et finalement il y a eu crise entre le FCC et le CACH, qui a abouti à des décisions justifiées du chef de l'État dans l'intérêt du peuple. Divorce FCC-CACH. Alors il faut dire vraiment que c'est
c'est des écoles qui sont divisées, les écoles des juristes. La seconde, on indique que ça porte sur la régularité de la désignation de Bahati Lukwebo en cours de législature pendant qu'il y a encore un gouvernement en place. Mais là, vous m'étonnez. Je parlais de la jurisprudence de la France. La législature était en cours. D'aucuns diraient aussi que nous ne sommes pas en France, monsieur le bâtonnier. Oui, écoutez, la constitution ici est de type française, justement. Parce que j'étais à ce moment-là conseiller juridique au Parlement, c'était de coller, je ne sais pas moi comment on appelle ça, et c'est une constitution qui s'approche du système présidentiel, qui ne veut pas dire son nom, que les autres veulent qualifier de parlementaire. Moi, j'aurais pu dire d'un régime présidentialiste de type africain. Et donc, il n'y a pas la violation. Je dis que le président, le Premier ministre a manqué de souplesse pour qu'il comprenne que le fauteuil du Premier ministre ne lui était pas nécessairement réservé, mais parce que lui n'a pas su gérer la crise qui est née, il aurait pu proprement laisser la place. Vous le voyez, jusqu'à ce jour, il préfère, n'est-ce pas, obtenir une motion de défiance, une motion de méfiance, qui fera une tache d'huile dans son parcours, alors que lorsqu'on dépose la démission, on sort grand. Bon, peut-être qu'il va le faire dans les heures qui restent, on ne sait pas trop sa position alors. Non, mais s'il le fait, c'est par contrainte, et je crois que tout le monde pourra y huer, pour dire qu'enfin, il a compris qu'il n'a plus de place et qu'il sera bousculé à cette porte-là. Voilà, bien dit, monsieur le bâtonnier. On va prendre un autre sujet. Je l'ai dit tantôt, les 12 millions de dollars américains que le bureau d'âge a sollicité pour la tenue de la session extraordinaire. La question divise. On a déjà assisté à ce que l'inspection générale des finances, qui a même demandé de contrôler le bureau d'âge en ce qui concerne justement ce 12 millions de dollars, est-ce que l'IGF est-elle habilité à faire ce contrôle? Bien sûr, l'IGF, c'est le contrôleur, c'est l'auditeur externe de la République démocratique du Congo. Il y a les auditeurs internes au niveau de chaque service, même des entreprises privées, lorsque on soupçonne que ces auditeurs ne sont pas compétents ou ils sont complaisants ou ils se baignent également dans la corruption du corrupteur corrompu. Il y a une troisième voie, une deuxième voie, une troisième voie qui se dessine. C'est la loi des triangles, n'est-ce pas? Lorsque le père et la mère ne s'entendent pas, c'est la famille qui vient régler le conflit. C'est le cas. Lorsque l'auditeur interne ainsi que l'institution ou le service qu'il contrôle ne parviennent pas à s'entendre, le père et la mère qui interviennent, c'est l'IGF, l'inspection générale des finances. Et ici, le Parlement, je voulais parler de l'Assemblée nationale, est doté de services publics et que celui qui vient contrôler ce service public, il est largement compétent. Donc on va dire que la loi permet à ce que le contrôle parlementaire, dans le cas précis, soit effectué par une structure qui est externe. Non, oui, c'est bien sûr que oui. Le règlement intérieur de l'Assemblée parle de ce contrôle-là, parle du contrôle. Mais c'est un règlement qui n'est pas au-dessus des lois qui sont établies et la loi des finances et consorts prévoit ce mécanisme de contrôle. Bâtonnier Maurice Kanyama, Roger Lumbala a été arrêté en France dernièrement et on parle déjà, certaines langues parlent déjà d'une arrestation arbitraire. Quel est votre point de vue en tant que bâtonnier? La législation française prévoit ce mécanisme, a mis en place une sorte de service spécialisé pour détecter, pour enquêter, pour se saisir, pour poursuivre sur leur territoire bien sûr ceux qui sont soupçonnés ou ceux qui sont présumés avoir commis des crimes du genre contre l'humanité et autres. Et lorsque vous vous retrouvez sur leur territoire, on vous considère comme étant un terroriste qui a apparu sur leur territoire et ils peuvent vous interpeller, enquêter et au besoin procéder, vous déférer devant les cours et tribunaux compétents de leur territoire, vous juger. Sinon aussi, le cas de Pinochet, vous le savez, quoique ayant été jugé dans son propre pays et de cette manière-là, lorsqu'il traversait
le Portugal, la Cour pénale internationale s'est saisie, il a été déféré là. Donc le fait pour la France d'avoir mis la main sur M. Roger Lumbala n'est pas une fin en soi. Vous voyez, ce sont des présomptions. Il est présumé être innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Moi, je considère ça comme étant des simples mesures d'enquête et je crois que Roger Lumbala, tel que je l'ai connu à un moment donné, c'est un homme très stratège, c'est un homme dévoué à la cause du peuple congolais. Moi, personnellement, j'exprime mon regret pour ce qui est arrivé. Alors, dans le cadre seulement de ce rapport mapping, Roger Lumbala arrêté, on parle d'arrestation arbitraire, on évoque même le non-respect de la procédure. Quelle est la procédure en cette matière, par J'ai exemple? dit que c'est la loi française qui s'applique. Elle prévoit cette procédure-là. Dès lors qu'il y a eu une dénonciation au niveau de leur structure, ils se mettent à enquêter. Et lorsque vous êtes de passage sur leur territoire, ils vous considèrent comme une personne menaçante, ils vous interpellent, le temps de vous interroger et d'avoir des précisions sur des dénonciations qui ont été portées à la connaissance. Mais d'aucuns parlent déjà de la politisation. Par exemple, une source que je ne vais pas citer qui dit qu'une justice équitable est dite lorsqu'il y a un rapport final et un tribunal compétent. Est-ce que c'est le cas pour Roger Lumbala? Ben, écoutez, les tendances sont partagées, Ouais. mais je crois que ce qui importe, c'est de connaître et approfondir la législation française en cette matière. Alors, on va parler aussi dans l'actualité de la libération de Eddie Capan. Il n'est pas le seul, il y a aussi d'autres bénéficiaires parce que la cérémonie a été présidée par le vice-ministre qui fait office du ministre de la Justice. Quel est d'abord d'entrée de jeu votre point de vue après 19 ans de prison, Eddie Capan est libre? Bon, nous ne pouvons que remercier le président de la République qui met en application les lois et règlements de la République. Et donc, Eddie Kapende n'a pas été libéré par pitié, n'est-ce pas, ou par fanatisme. Non, il a purgé le nombre d'années que la loi prévoit que si quelqu'un a été condamné à une peine de mort et qu'il est, il est déjà, il est déjà purgé autant d'années, cela peut être ramené à une peine à perpétuité et que de là, on compte le nombre d'années qui peuvent suffire pour que sa peine soit commuée. Et Eddie Kapende ayant fait 19 ans et quelques mois d'incarcération, de détention, d'incarcération, il était dans les critères, lui comme les autres, pour être libéré. Donc il ne s'agit pas d'une faveur, mais il s'agit simplement de l'application stricte de la loi que le président de la République a pu appliquer. Et ce n'est pas lui qui l'a fait, il a reçu le rapport des membres du gouvernement sur la question. Il s'agit du ministère de la Justice qui est compétent pour dresser ce rapport. C'est chaque année qu'il y a des libérations en cette matière et cette année a coïncidé que Eddie Kapende et consorts se retrouvent dans les critères, et bien ils en sont bénéficiaires. Alors, est-ce qu'Eddie Kapende a-t-il le droit de demander, par exemple, la révision du procès? Oui, oui, Eddie Kapende, ça dépendra du calibre des avocats qu'il peut contacter. Il a droit d'introduire une requête en révision du procès dès lors qu'il trouve qu'il a été condamné injustement ou il y a eu une erreur judiciaire. On peut réviser le dossier, le procès. On a déjà vécu dans ce pays avec le cas Koya Diallo. Si vous êtes gracié, le vice-ministre a insisté que cela ne veut pas dire que on efface tous les crimes que vous avez commis. Non, c'est-à-dire que la décision judiciaire reste parce qu'il y a eu condamnation. Mais vous bénéficiez de la grâce présidentielle pour les temps qui restent à courir. Et ça n'enlève pas nécessairement que si vous avez été criminel. Ce qui peut le laver, c'est la révision du procès. À ce moment-là, il sera acquitté et on ne lui reprochera plus rien. Il peut reprendre maintenant ses activités dans l'armée. En attendant, dans l'état brut, ce n'est pas facile. Bâtonnier Maurice Kanyama, nous sommes à la fin de cette émission, mais j'aimerais vous laisser, je crois, une minute pour parler de cette date du 8 janvier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 25 ans après, plus de 237 personnes sont tombées, mortes le 8 janvier avec le crash au niveau de Tipka, toujours dans les oubliettes. Un mot pour cette journée. Oui, c'est regrettable. C'est regrettable parce que cet avion-là, j'étais déjà à Kinshasa lorsque
il y a eu ce crash qui a fait périr beaucoup de gens et qui a fait endeuiller beaucoup de familles. Nous regrettons et je me demande effectivement où est-ce qu'on en est avec ce procès, avec l'indemnisation des victimes de cet accident d'avion. Et en tout cas à toutes les familles qui ont été éprouvées, qu'elles reçoivent ma compassion à ce jour. Voilà, c'est la fin de cette émission. Bâtonnier Maurice Kanyama, encore une fois, bonne année 2021. Merci, j'espère que vous me l'avez apporté. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Que dit la loi? Je rappelle que nous avons reçu le bâtonnier Maurice Kanyama. Il est président du Conseil international des chrétiens avocats, un habitué d'ailleurs de l'émission Que dit la loi. Il est même parrain. Voilà, c'est un plaisir de vous savoir nombreux. Bonne année chez vous. Au revoir.